Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voyons l'image qui montre tous les différents composants de l'architecture et de l'infrastructure avec laquelle nous allons travailler. La première chose que nous devons faire est d'installer le contrôleur de livraison. Une fois le contrôleur de livraison installé, nous allons interagir avec lui. Le Studio Citrix est la console de gestion que vous utiliserez pour interagir avec votre contrôleur de livraison en tant qu'administrateur. Le contrôleur de livraison va donc avoir besoin d'un endroit pour trier les paramètres et la configuration, et par ailleurs, il va avoir besoin d'une base de données. Et au fur et à mesure de la démonstration, vous verrez que nous allons utiliser SQL Server Express pour créer cette base de données une fois que nous aurons ces composants. Bien. Maintenant, nous avons besoin d'accéder au serveur de licence Citrix. Et la meilleure pratique demande que vous ayez le serveur de licence Citrix sur sa propre machine virtuelle ou physique. Maintenant, la raison pour laquelle vous avez besoin d'un serveur de licence est qu'il vous donne accès aux bonnes fonctionnalités et technologies que vous avez payées ou que vous utilisez pendant vos installations et implémentations. Une fois que nous avons ces trois composants de base, vous pouvez commencer à examiner les cas d'utilisation. Le premier, probablement l'un des cas d'utilisation les plus populaires, est celui de la VDI. Pour la VDI, de quoi avez-vous besoin ? Vous avez besoin essentiellement de trois composants. Vous avez besoin du VDA, vous avez besoin d'un hyperviseur et vous avez évidemment besoin de votre VM. Maintenant, une fois que vous avez ces trois composants, vous pouvez fournir ces VM de deux manières différentes. Vous pouvez les livrer via PVS ou via MCS, donc avec les services de provisionnement. Ce que vous faites, c'est ce que vous transmettez. Le système d'exploitation à cette VM. La VM peut être sans disque. Il a besoin d'un disque dur virtuel local pour qu'elle puisse fonctionner avec les services de création de machines. Vous devez en fait avoir un disque dur local virtuel pour le VMS parce qu'il sera utilisé par la suite. C'est donc l'un des premiers cas d'utilisation. Maintenant, si vous essayez de faire XenApp par exemple, cela pourra être le cas de l'utilisation numéro 2. Et nous allons appeler ce cas d'utilisation serveur OS. Nous avons évidemment aussi besoin d'un VDA. Donc une fois que vous installez le VDA sur l'un des systèmes d'exploitation pris en charge, vous êtes en mesure de fournir vos applications au bureau partagé sur un serveur. Maintenant, qu'est-ce qu'un système d'exploitation de bureau ? Un système d'exploitation de bureau, c'est quand vous avez une de ces applications qui ne fonctionne pas sur un système d'exploitation de serveur, mais que vous voulez quand même l'installer et la gérer de manière centralisée. Donc, vous l'installez sur un système d'exploitation de bureau comme Windows XP, 7, Windows 8, etc. Et ensuite, vous publiez l'application à partir de ce système d'exploitation de bureau. La différence ici, c'est qu'avec un système d'exploitation serveur, vous avez installé cette application. Et vous pouvez avoir 100 utilisateurs connectés à ce serveur. Et au système d'exploitation de bureau, si vous voulez installer l'application sur un ordinateur. Ce bureau n'est pas un système d'exploitation multi-utilisateur. Donc ce qui se passe, c'est que si vous avez 100 utilisateurs qui ont besoin d'accès à l'application, vous devez provisionner 100 VM avec cette application installée dessus pour pouvoir donner accès à cette application. Et puis le dernier cas d'utilisation dont je veux vous parler ici est appelé Remote PC. Il y a évidemment aussi besoin d'un VDA. Maintenant, ce cas d'utilisation est lorsque vous avez ces machines physiques à la maison ou au bureau que vous avez besoin d'accéder, vous installez un agent libre dessus et vous pouvez accéder à distance à ce PC physique ou un ordinateur portable qui est dans votre bureau. Maintenant, pour que votre équipe d'assistance soit capable d'interagir avec cet environnement, qui subsiste et qui puisse le dépanner, ils doivent avoir accès à une console. Et dans ce cas, la console à laquelle ils ont accès s'appelle Citrix Director. Donc, avec le Citrix Director, ils sont en mesure de dépanner tout cet environnement quand les appels téléphoniques commencent à arriver. Maintenant, pour que les utilisateurs aient accès à ces ressources, s'ils sont des utilisateurs internes, ils sont capables d'y accéder en utilisant le storefront. Le storefront est simplement comme une interface web qui peuvent visiter, lancer des applications, icônes, et ensuite avoir accès à ces ressources. Il est aussi évidemment connecté au contrôleur de livraison, parce que le contrôleur de livraison va informer l'utilisateur entrant comment aller
où aller et où se connecter, quel VM va être disponible, quel serveur est disponible avec le moins de charge, etc. Tout cela est connecté par le contrôleur de livraison. Maintenant, c'est pour les utilisateurs internes. Ces utilisateurs veulent venir de l'extérieur du pare-feu, en toute sécurité, alors vous devez déployer ce qu'on appelle Netscaler. Pas la seule technologie que vous pouvez utiliser pour avoir une fonctionnalité de proxy inverse. Vous pouvez utiliser autre chose, mais en général Netscaler est recommandé parce qu'il s'intègre de manière très transparente dans les gammes de produits Citrix, et qui possède des caractéristiques et des fonctionnalités supplémentaires qui améliorent l'expérience de l'utilisateur. Maintenant, si les utilisateurs n'ont pas accès au récepteur et qui veulent quand même accéder à ces ressources, tant qu'ils se connectent à un HTML5 ou un navigateur HTML5, alors ça devrait être aussi aller, et vous serez en mesure de les connecter à toutes les ressources disponibles. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.